Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de l'actualité de ce samedi à 13 h. C'est aujourd'hui que le gouvernement Di Rupo sera officiellement investi. On attend le vote de confiance à la Chambre cet après-midi. Ce matin, l'opposition s'est encore exprimée, et notamment le FDF d'Olivier Minguin. Nous ferons le point en direct sur les débats. 200 arrestations hier soir dans le quartier Matongué à Bruxelles. L'annonce de la victoire de Joseph Kabila à la présidentielle congolaise a une nouvelle fois échauffé les esprits. Nous tenterons de comprendre la stratégie de ces manifestants. Moins d'accidents sur nos routes, nous vous l'annoncions hier, et aujourd'hui nous cherchons à comprendre pourquoi. Radar, prévention routière, nouvelles technologies automobiles, plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Nous reviendrons aussi dans ce journal sur 3 semaines de procès exceptionnels, celui de la famille Cheikh pour crime d'honneur et mariage forcé. Le journal du procès, c'est dans quelques instants. Et puis un conte pour Noël, Cendrillon est sur scène à la Monnaie, incarnée par une chanteuse de grand talent, une star montante de l'opéra, la namuroise Anne-Catherine Gillet. Mais avant ces titres, la conférence de Durban qui joue les prolongations. Le sommet sur le climat devait en principe se clôturer hier soir, mais les représentants des 200 nations présentes ont discuté toute la nuit en Afrique du Sud. Et à l'heure qu'il est, toujours pas d'accord en vue. L'échec semble inévitable, à moins d'un miracle de dernière minute. L'enjeu, je vous le rappelle, c'est de donner une suite au protocole de Kyoto qui expire l'an prochain. C'est le seul accord qui oblige les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sous peine de sanctions. Alors il faut d'une part prolonger ce protocole de Kyoto et puis préparer le nouveau traité qui prendra le relais. Nous avons contacté il y a quelques minutes notre correspondante en Afrique du Sud, Valérie Hirsch. Elle fait le point pour nous sur les avancées de la nuit et sur les chances devenues très minces d'aboutir. Les discussions auraient dû se terminer hier soir à minuit, donc on joue ici les prolongations et c'est seulement à 15 h heure belge que les ministres vont se réunir à nouveau pour discuter d'un texte de compromis. Alors, le grand progrès, c'est que la nuit dernière, les États-Unis ont accepté pour la première fois de participer, de négocier un accord international contraignant qui engloberait donc en principe tous les pays. C'est un grand progrès parce qu'on sait les Américains qui polluent 2 fois plus par tête d'habitant que les Européens et 4 fois plus que les Chinois ne voulaient pas jusqu'à présent être soumis à un accord international contraignant. Donc c'est un grand progrès. Alors jusqu'à présent, Américains et Chinois voulaient que cet accord ne s'applique qu'après 2020. Pour l'Union européenne, c'était trop tard. Eh bien, cette date de 2020 a disparu du texte. Donc, il y a un espoir quand même que l'accord s'applique peut-être à la fin de la deuxième phase du protocole de Kyoto, ou même avant, deuxième phase qui se termine en 2018. Alors, la Belgique voulait que cette deuxième phase soit ratifiée ici à Durban, ça n'a pas été le cas, donc ce sera fait normalement dans un an au Qatar. Bon, est-ce qu'il va y avoir accord aujourd'hui? Un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de ministres qui ont prévu de repartir maintenant chez eux aujourd'hui, et donc il risque d'y avoir échec simplement, faute de participants. Et la présidence sud-africaine de cette conférence était beaucoup critiquée pour le retard. Elle a vraiment retardé presque de 24 heures pour remettre les textes et ça pourrait être tout simplement la cause de cet échec. Valérie Hirsch à Durban en Afrique du Sud. Et un échec serait évidemment un très mauvais signal. 2 ans après l'échec de Copenhague, l'accord de Kyoto est très symbolique, on l'a entendu, mais les prévisions, elles, ne changent pas. Les scientifiques le répètent. Si on veut éviter un emballement de la machine climatique et des catastrophes en cascade, il faut limiter la hausse de la température de la planète à 2 degrés. Nathalie Massard fait le point sur les dangers qui menacent. Elles ne cessent de fondre, les glaces de l'Arctique. En 2 décennies à peine, plus d'un tiers de leur étendue est redevenu eau. Un processus que l'absence d'accord à Durban devrait accélérer encore, avec des conséquences plus que néfastes à la clé, sur l'environnement d'abord, sur l'homme ensuite, bien sûr. La température augmentera pratiquement partout sur Terre, mais elle n'augmentera pas de la même manière partout. Heureusement, elle augmentera par exemple moins en Antarctique, mais elle augmentera énormément dans l'Himalaya. Je parle de l'Himalaya parce que plus d'un milliard d'habitants dépendent des réserves en eau de l'Himalaya et que si, par exemple, les glaciers de l'Himalaya se mettaient à fondre à un rythme accéléré, eh bien, toutes ces personnes qui dépendent des glaciers de l'Himalaya seraient vraiment en péril.
Dans un monde à 4 degrés de plus, forcément la facture sera lourde, très lourde pour l'homme. Sécheresse, culture qui se meurt, épidémies, mais aussi incendies, inondations, typhons, tsunamis. Et les catastrophes naturelles vont devenir légion. Le problème, c'est que les populations n'ont pas toutes les mêmes armes pour se défendre contre ces conséquences. Par exemple, la Flandre développe aujourd'hui un plan d'adaptation au changement climatique extrêmement ambitieux, extrêmement coûteux, en rehaussant ses digues par exemple. Malheureusement, le Bangladesh ne peut pas se permettre de développer des plans aussi développés et malheureusement, la population du Bangladesh aura à faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Mais le déchaînement de violence des éléments fera aussi bien d'autres victimes, végétales et animales. Certaines espèces vont tout simplement pas pouvoir s'adapter étant donné la rapidité du réchauffement climatique qu'on observe. L'exemple le plus emblématique évidemment c'est toujours les ours polaires qui sont malheureusement pour eux j'ai envie de dire sur une banquise qui est tout à fait en péril à l'heure actuelle. Au-delà de 2 degrés de réchauffement climatique, les scientifiques ne peuvent prédire avec plus de certitude où va le monde. Alors d'aucuns se réjouiront peut-être de pouvoir manger des fraises fraîchement récoltées en hiver ou tout simplement de profiter d'un climat méditerranéen à Blankenberg. Au chapitre politique, une journée importante. C'est aujourd'hui que l'accord gouvernemental doit être voté à la Chambre. L'opposition s'est encore exprimée ce matin. On a entendu la NVA, mais aussi le FDF. Dernières interpellations avant le vote cet après-midi. Et après ces interpellations de l'opposition, le Premier ministre Elio Di Rupo a pris la parole. Son discours s'est terminé il y a quelques instants. Alors bonjour Imad Messoudi, vous êtes sur place à la Chambre. Que retenir de cette matinée ? Bien, Elio Di Rupo s'est exprimé pendant un petit peu moins d'1 heure ce matin après les répliques de la NVA et du FDF ainsi que du MLD et de Jean-Marie De Decker, le parti de Jean-Marie De Decker, le MLD. Guerre de surprise, Julie, dans le discours d'Elio Di Rupo. Il est parfaitement resté dans les clous de l'accord gouvernemental. On le sait, les négociateurs sont allés assez loin dans le détail du programme du gouvernement, ce qui est plutôt rare. Et donc Elio Di Rupo a rappelé en fait les grandes lignes de son programme, tant du côté institutionnel que du côté socio-économique. Il l'a fait non sans humour d'ailleurs. Et on peut dire que ce samedi matin, c'est un jour particulier pour les parlementaires. Il y avait quand même une assez bonne ambiance ici avant donc ce vote de confiance qui doit intervenir cet après-midi. C'est réellement la toute dernière ligne droite pour ce gouvernement. Après le vote de confiance qui aura lieu vers le milieu de l'après-midi, majorité contre opposition, le gouvernement Di Rupo Ier sera réellement installé pour jusqu'à la fin de la législature s'il y arrive. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, normalement, plus d'obstacles pour se mettre à travailler concrètement, Imad. Effectivement, déjà hier et avant-hier, Elio Di Rupo a pu participer au Conseil européen, au sommet européen, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de débat hier. Mais en effet, Julie, le gouvernement sera pleinement installé. Alors on le sait, tous les ministres n'ont pas encore de cabinet. C'est leur priorité numéro 1 pour l'instant. Trouver un cabinet, trouver des collaborateurs. Mais réellement, le travail va commencer ce lundi, Julie. Merci Imad Messoudi, en direct à la Chambre. Violentes échauffourées dans le quartier Matongué à Bruxelles hier en fin de journée. Le résultat des élections congolaises favorable à Joseph Kabila a tendu un peu plus encore le climat dans ce quartier. Il y a eu 200 arrestations, plusieurs véhicules incendiés, des combis de police ont notamment été pris pour cible. Le bourgmestre faisant fonction d'Ixelles, Béa Diallo, a lui-même été agressé. Alors comment expliquer cette violence ? Faut-il voir dans ces manifestations une stratégie des pro-Tshisekedi? Jacques Masquelier, Aurélie Didier. Au cœur de Bruxelles, dans le quartier Matongué, des mouvements de foule difficilement contrôlables par la police. Des Congolais survoltés par les élections au Congo. Vous montrez la vérité à Congo, vous montrez la vérité à la télé. Ils s'attaquent au commerce, aux voitures, aux combis de forces de l'ordre, aux poubelles. Le quartier est bouclé. Les cinémas, les commerces, le métro fermés. En face, la police, suréquipée, chiens policiers, hélicoptères, autopompes. Ils tentent d'encercler les plus violents, puis les arrêtent par dizaines. En tout, 200 personnes sont embarquées pour contrôle d'identité ou pour être envoyées en prison pour la nuit. Beaucoup sont jeunes, mais dans la foule, il y a également des adultes, des mères de famille contre Joseph Kabila. Vous les
occidentaux. Pourquoi vous voulez les garder? C'est un président qui ne fait rien. Allez-y un peu au Congo. Allez voir comment les gens souffrent. Ça fait mal, ça ronge. En tant que citoyenne congolaise, j'ai le droit de dénoncer parce que nous ici, on a droit à la parole et on peut s'exprimer. Si en m'exprimant, ça peut faire changer les choses pour ceux qui sont là-bas, eh ben j'ai ce devoir-là de faire ça. Leur stratégie, manifester en Belgique pour faire bouger les choses au Congo. Mais cela ne fonctionnera pas, selon ce spécialiste. Actuellement, le Congo a d'autres partenaires beaucoup plus puissants que la Belgique, notamment la Chine, l'Inde ou le Brésil. De ce fait, espérer faire des manifestations à Bruxelles pour faire passer un message à Kinshasa ne sert, de mon point de vue, ne sert à rien. Ça sert plutôt à pouvoir stigmatiser la communauté congolaise à Bruxelles, ce qui, de mon point de vue, n'est pas une bonne chose. Comment calmer cette foule? Jusqu'à présent, ni les autorités, ni la police, ni les appels au calme d'Étienne Tshisekedi n'ont réussi à les apaiser. Et on se rend maintenant au Congo. Dans la rue, ce n'est pas encore le chaos annoncé, mais la tension est extrêmement vive. L'annonce de la victoire de Joseph Kabila divise la population et alimente les craintes d'une escalade de la violence. François Mazur. Kinshasa le jour d'après, et deux visages opposés suite à l'annonce de la victoire de Joseph Kabila. Côté face, les partisans du président sortant qui célèbrent une victoire qu'ils estiment justifiée. Pendant ces 5 ans, Kabila a réalisé ce projet. Pourquoi ne pas être élu? Donc il a mérité ce que vous voyez aujourd'hui. Côté pile, les partisans d'Étienne Tshisekedi qui crient au scandale et à la fraude et qui comptent bien se faire entendre. Kabila, vraiment, il a mal dirigé ce pays. J'en ai marre, nous sommes marre. Nous voulons qu'il puisse libérer ce pays. Nous ne voulons plus de lui parce que rien ne marche au Congo. Non, en tout cas, je ne suis pas d'accord pour cette victoire. Parce que selon les jours que nous avons voté, nous avons vu que non, toute la majorité congolaise était pour Étienne Tshisekedi. Mais la crainte aujourd'hui, c'est que ces deux visages opposés au Congo ne se muent en deux camps qui s'affrontent et que tout cela ne prenne des allures de guerre civile. D'autant que chaque jour, de nouvelles voix s'élèvent contre le résultat de ces élections. La vérité des urnes, la vraie, a consacré la victoire du candidat de l'opposition à la personne de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, que nous nous empressons de féliciter. Mais pour l'heure, c'est bien Joseph Kabila qui reste désigné, après une fin de campagne meurtrière et un double scrutin chaotique. Le Congo semble engagé dans une bien sombre période post-électorale. Autre scrutin contesté en Russie. On attend plusieurs dizaines de milliers de personnes aujourd'hui dans plusieurs villes du pays, de Vladivostok à Kaliningrad en passant par Moscou. Des manifestations d'une ampleur inédite dans ce pays. Je vous rappelle que c'est le parti Russie Unie de Vladimir Poutine qui a remporté les élections législatives. Mais il y a des soupçons de fraude. Le nouveau Premier ministre a d'ores et déjà averti qu'il utiliserait tous les moyens légitimes pour maintenir l'ordre. Le Royaume-Uni isolé au lendemain du sommet qui s'est tenu hier et avant-hier à Bruxelles. C'est sans le Royaume-Uni que s'est conclu le nouveau traité de rigueur budgétaire et le cavalier seul du Royaume-Uni n'est pas vraiment une surprise. Il y a de nombreux précédents sur la scène européenne, mais le divorce n'a jamais semblé aussi proche. Philippe Antoine. Si David Cameron est l'homme qui symbolise la dernière fracture entre l'Europe et le Royaume-Uni, un petit plongeon dans le passé permet de se rappeler que la première opposition au rapprochement venait du continent. À quoi pourrait aboutir ce qu'on appelle l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun? Ce serait évidemment l'éclatement d'une communauté qui a été bâtie et qui fonctionne suivant des règles qui ne supportent pas une aussi monumentale exception. 4 ans plus tard, c'est la fête à Londres. Les Britanniques ont choisi de rejoindre le club européen. Demain, nous rejoindrons la communauté européenne. Nous commencerons alors à travailler avec nos partenaires. Bien sûr, nous aurons des problèmes, mais ce seront des problèmes communs. Avec 40 ans de recul, on peut dire aujourd'hui que c'était une excellente prédiction, car les problèmes n'ont pas manqué. Par exemple, lorsque Mme Thatcher réclame le remboursement de la différence entre ce que paye et reçoit son pays, c'est le fameux « I want my money back » qui va empoisonner les débats européens pendant plusieurs années. Le Conseil européen n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les importantes
question qui figurait à son ordre du jour. Et la dame de fer a bien fait d'insister. Ce jour de 1984, elle obtient un chèque équivalent à 750 millions d'euros. L'euro, précisément. Un autre motif de discorde. Les Britanniques n'en veulent pas, comme ils n'ont pas voulu de la politique sociale et comme ils ont refusé de participer à l'espace Schengen. Aujourd'hui, Londres subit de plus en plus la pression des eurosceptiques, dont fait d'ailleurs partie son Premier ministre. Et je vous propose de revenir un instant à l'actualité politique belge. Nous nous rendons en direct à la Chambre. Imad Messoudi, l'accord gouvernemental vient d'être voté, un peu plus tôt que prévu. Effectivement, Julie, c'est une petite surprise. Les répliques de l'opposition ont été plus rapides que prévu. Vous le voyez derrière moi, l'hémicycle se vide. Le gouvernement Di Rupo Premier est officiellement en place. Le vote a eu lieu il y a quelques instants. 143 parlementaires ont pris part au vote, 89 voix pour, 54 votes contre. C'est donc un vote majorité contre opposition sans aucune surprise. Et c'est officiel, Julie, la Belgique a enfin un gouvernement. Merci Imad. Dans la suite de ce journal, nous verrons qu'il y a moins d'accidents en Belgique, moins de morts aussi sur nos routes. Nous reviendrons aussi sur 3 semaines de procès exceptionnels pour comprendre la mort de Sadia Cheikh. Et en fin de journal, compte rendu du match Mali. Non, ce n'est pas ce que nous voyons à l'image. Nous verrons Cendrillon, l'opéra qui se joue actuellement à la Monnaie. Mais nous parlerons aussi de football, évidemment. Nous vous livrions ces chiffres hier. Les accidents de la route sont moins nombreux, moins 6% en 2010, moins de personnes tuées aussi. On note une baisse de 13%. Alors comment expliquer ces chiffres? Qu'est-ce qui a changé? Faut-il y voir une tendance durable? Élément de réponse avec Anne Goderniot. Ciel serein, pas de vitesse excessive. A priori, ce samedi est une belle journée pour partir en week-end. Une journée d'autant plus belle que les nouvelles sont bonnes sur le front de la sécurité routière. Il y a eu moins d'accidents en 2010 qu'en 2009, 6% de moins. Pour la police de la route, cela s'explique par une meilleure prise de conscience des automobilistes et par une augmentation des contrôles. On était en 2008 à 124 000 contrôles alcool et on en était en 2010 à 245 000 sur toute une année. C'est une fameuse augmentation. Même chose pour les contrôles de vitesse. Un peu plus de 500 000 en 2008 et plus de 800 000 en 2010. Et donc les gens se rendent compte de cela et adaptent sans doute aussi en partie leur comportement à cause des contrôles de police. Les radars installés le long des routes et des autoroutes auraient également un effet dissuasif sur les automobilistes. Les campagnes de prévention et des voitures plus sûres expliqueraient elles aussi la diminution du nombre de tués, moins 13% en 2010. Mais malheureusement, il reste des points noirs. Dans les dernières statistiques, ce qui est inquiétant également, c'est peut-être que le nombre de piétons tués sur les routes a augmenté. Même chose aussi pour les jeunes conducteurs, c'est-à-dire de la tranche de 18 à 24 ans. Et là, un effort particulier est à fournir. Il faut donc poursuivre les campagnes de sensibilisation pour diminuer le nombre des victimes de la route et éviter ainsi tragédies et familles endeuillées. Dans notre dossier du jour, nous avons choisi de revenir sur ce qui ressemble bien à un verdict exceptionnel. 4 membres de la famille Cheikh ont été déclarés coupables d'assassinat hier. Un procès pour crime d'honneur inédit en Belgique. Les peines pour le frère, le père, la mère et la sœur de Sadia tomberont lundi. Quentin Warlop revient pour nous sur ces 3 semaines d'audience particulièrement intenses. Sadia Cheikh ou le symbole des victimes de mariage forcé. 21 novembre. Ouverture du procès sous haute tension dans le box des accusés. 4 membres de la famille de Sadia, Moudouzar son frère, Saria sa sœur et leurs parents. Tous sont inculpés d'assassinat avec la circonstance aggravante que le mobile est un crime d'honneur. Et tout l'enjeu se situe là. Y a-t-il complot familial? Sadia a-t-elle déshonoré sa famille? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre à ce stade-ci. Je préfère que M. Cheikh s'exprime personnellement dans le box des accusés et suite aux questions qui lui seront posées. Ce procès très médiatique, c'est l'un des procès de l'année chez nous. 18 000 pages de dossiers, 150 témoins amenés à témoigner et des rebondissements. Jour 3, coup de tonnerre dans la salle d'audience. Moudouzar, le frère, décide de faire une révélation. C'est lui qui a tué Sadia, mais il voulait également tuer Saria, son autre sœur. En d'autres termes, il prend tout à sa charge et disculpe le reste de sa famille. Les premières larmes de ce procès sont versées sur le banc des accusés. Mais le lendemain, cette révélation est mise à mal par les experts en balistique. Pour eux, c'est clair, les balles ont été ressuyées. En clair, Saria, la plus jeune sœur de Sadia, n'a pas tenté de s'interposer, mais elle se tenait là, juste derrière Sadia, comme pour la maintenir, le temps de l'exécution. Sa version des faits, c'est qu'elle est surprise d'une dispute, surprise de son frère qui tire sur sa sœur et qu'elle intervient
de la meilleure façon possible à ce moment-là, je pense instinctivement, tout simplement. Une semaine et demie de procès et un témoignage très attendu, celui de Jean Navarre, le fiancé de Sadia. Il reste digne et accable toute la famille. Ici, ce n'est pas quelqu'un qui a entendu à gauche, à droite des rumeurs ou des propos, c'est quelqu'un qui était dans l'intimité de la victime et qui nous rapporte ce qu'elle lui a directement confié. Témoignage poignant également celui d'Ina, une cousine de Sadia. Elle témoigne par caméra interposée depuis le sud de la France. Elle accuse le père de Sadia de menaces et explique qu'au Pakistan, elle sera mariée de force et violée par son mari. Depuis sa fuite, elle vit sous protection de la police. C'est également ce jour-là que les anciens professeurs de Sadia viennent à la barre pour témoigner. Cette jeune fille, quand nous avons été à l'hôpital, elle était seule. Personne n'était auprès d'elle. Elle était là encore attachée par un respirateur. Aucun membre de sa famille n'était là pour recueillir son dernier soupir. Après 3 semaines de procès, le verdict est attendu et tombe hier après-midi. Les 4 accusés sont tous coupables de l'assassinat de Sadia. Parveen, la mère, et Saria, la plus jeune sœur de Sadia, sont également condamnés pour l'assassinat, mais sont quant à elle acquittés de la tentative de mariage forcé. Mon frère nous a détruits complètement et ensuite le jury nous a détruits. On était une famille, on n'a plus de famille, il n'y a plus personne qui est là. Il n'y a plus personne qui est là. Pour le Conseil du Père, c'est un verdict motivé non pas par des preuves, mais sur base d'un faisceau de présomption. Franchement, je suis furieux. J'entends la lecture d'un arrêt. Je ne sais toujours pas ce qu'on lui reproche d'avoir fait. Qu'a-t-il fait ? Une nouvelle fois, c'est donc la question des preuves qui fait débat, mais cette condamnation pour mariage forcé, c'est une première en Belgique. Si après 3 semaines de procès, la culpabilité est maintenant confirmée, il faudra encore attendre lundi pour débattre sur les peines à infliger aux 4 membres de la famille Cheikh. Et on reste en Belgique avec cette fusillade ce matin à Anderlu, dans la région de Charleroi. Une personne a été tuée et une autre grièvement blessée à la suite du braquage d'une station-service. Les détails avec Isabelle Pesès. Ce matin, peu avant 7 heures, 2 braqueurs encagoulés et armés pénètrent dans cette station essence d'Anderlu. Les 2 employés ont très peur. L'une d'elles se confie à nous mais ne désire pas être filmée. Ils étaient calmes Non, nerveux, on voyait les mecs, ils avaient autant peur que nous. Ouais. Parce qu'on voyait qu'ils étaient quand même nerveux, il fallait tout donner vite et chercher de l'argent, un coffre qu'on n'a pas. Après le braquage, les employés appellent des amis. Elles leur racontent ce qui s'est passé. Les 2 jeunes hommes viennent sur place et visionnent les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance. Ils décident de retrouver les braqueurs. Sur les caméras, ils ont reconnu les auteurs qui étaient masqués jusqu'au uniquement le bas du visage. Ils les ont reconnus, quoi. Et ils les ont rencontrés ici dans la rue ici, quoi. C'est le blessé qui saura en dire plus, à mon avis. Les jeunes qui n'étaient pas armés connaissaient apparemment l'adresse des braqueurs. Quand ils se sont croisés, les malfrats ont tiré. L'un des jeunes a été tué sur le coup, il avait 25 ans. L'autre blessé a demandé de l'aide à une habitante. Il a crié, je suis blessé madame, je suis blessé, j'ai une balle dans la tête. Et moi, j'ai ouvert la porte, je dis entrez. Et comme ma fille est infirmière, il y avait l'infirmière qui vient à la maison, je tiens un centre d'accueil. J'ai l'infirmière qui était là, j'ai crié après l'infirmière il dit attends, on va téléphoner à l'ambulance et aux policiers. Les braqueurs qui ont emporté un butin plutôt maigre sont toujours en fuite. Pour suivre une histoire qui fait rêver toutes les petites filles, celle d'une servante devenue princesse, sans doute un des plus beaux contes de fées. Cendrillon se joue à la monnaie en cette fin d'année et ce beau personnage est interprété par une non moins belle artiste, la star montante de l'opéra, Anne-Catherine Gillet. Chantal Lemaire a assisté à la répétition générale. C'est comme si Cendrillon sortait tout droit du livre de Perrault. Elle est incarnée par Anne-Catherine Gillet, un beau rôle pour la soprane. Un rôle qu'elle a beaucoup investi en le travaillant minutieusement.
C'est vrai que ça peut paraître un peu conte de fées, un petit peu naïf, mais en même temps, je ne pense pas. Je pense que c'est vrai qu'encore à l'heure actuelle, des gens qui croient en leurs rêves, la puissance des rêves est très forte et qu'elle peut nous apporter du bonheur. Du rêve et la féerie du conte avec sa bonne fée qui transforme Cendrillon en princesse. Du ridicule avec la marâtre et ses 2 filles un peu niaises. De l'ennui avec le prince qui attend sa belle, qu'il rencontrera au bal. Massenet signe une œuvre qui voyage dans la poésie, le drame, qui passe par l'humour, voire le sarcasme. Ces précieuses ridicules, ces nobles et leurs courbettes devant le prince donnent le ton. C'est vrai qu'il y a un côté romantique avec l'histoire de Cendrillon et du prince, un côté féerique avec tous les esprits de la forêt et la fée, et un côté bouffe avec Madame de l'Altière et ses filles. Et donc tout cela est vraiment rendu de façon égale. L'instant de grâce sonne avec la chaussure de verre. Cendrillon est devenue princesse. Le livre peut se refermer. Du sport maintenant, du football. Nouveau faux pas pour le Sporting d'Anderlecht. Les Bruxellois se sont inclinés hier soir en match avancé de la 17e journée de championnat. Les Mauves ont perdu 2-1 à Malines et c'est leur 3e défaite de la saison. Kevin Papen. Une semaine après le partage contre Louvain, Anderlecht n'a pas retrouvé la recette du succès. Les Bruxellois se sont pourtant créés de nombreuses occasions. Dès la 6e minute, De Sutter frappe au but. Son tir est dévié par Renard sur le poteau. Illustration du manque de réussite du Sporting. Malines, en revanche, concrétise au quart d'heure de Storm, donne l'avantage aux Malinois. Sa frappe puissante surmonte Proto. Trop avancé, le gardien d'Anderlecht est battu. Les Bruxellois sont menés, mais ils redoublent d'efforts pour revenir au score. Cela dit, Malines résiste et tient bon jusqu'à l'heure de jeu. Moment où Mathias Suarez relance Anderlecht dans le match. L'Argentin slalom entre les défenseurs. Petit exploit personnel qui permet aux Mauves d'égaliser. Le Sporting continue sur sa lancée. Les Bruxellois multiplient les tentatives, mais ne trouvent plus la faille. C'est Malines qui double la mise à la 71e minute. Cordaro dribble Proto et offre la victoire à son équipe. 2-1, score final, même si De Sutter a encore eu une possibilité de marquer à 7 minutes du terme. Anderlecht est en perte de vitesse et Ariel Jacobs a une explication. C'est vrai qu'on sent qu'il y a un manque de fraîcheur à un moment où chaque fois en déplacement vous êtes mené. Ça a été le cas tout récemment à Westerlo, ça a été le cas à Zultowaregem, c'est le cas maintenant. Et quand vous voulez forcer les choses et quand vous êtes dans un état de fatigue, c'est la fraîcheur qui manque, imprécision, on garde moins le ballon. Avec 1 point sur 6 lors des 2 derniers matchs, les Anderlechtois doivent réagir car la Gantoise peut les rejoindre à la première place du classement. Un mot de sport encore en judo. Belle performance de Dirk Van Tickelt au tournoi du Grand Chelem de Tokyo. Le judoka belge a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 73 kilos et c'est un excellent résultat à quelques mois des JO de Londres. Le temps cet après-midi sera ensoleillé et lumineux mais assez froid. Les températures, elles devraient être comprises entre 2 et 7 degrés. Avant de se quitter, je vous rappelle l'info de la matinée. La Chambre a voté. Le gouvernement Di Rupo est investi officiellement. Le travail concret peut donc commencer. Nous nous retrouverons ce soir à 19h30. Je vous souhaite une excellente après-midi. À bientôt.